Je ne sais pas comment commencer cette histoire sans d'abord vous parler un peu de moi. Je m'appelle Cliff Chandler. Au lycée, j'étais considéré comme un intello ou un ringard. Ma femme Beverly, ou Bev comme je l'appelle, était en revanche la meneuse de claque en chef et la reine du bal de fin d'année, l'incarnation de la royauté lycéenne. Cela peut sembler inhabituel, n'est-ce pas? Pendant nos études, Bev sortait avec Buster Snipes, le capitaine de l'équipe de football. C'était le lycéen classique, beau, populaire et athlétique. Bien que je le trouvais un peu idiot, je devais admettre qu'il était remarquablement beau. Ensemble, ils formaient un joli couple. Je n'étais pas au courant des détails de leur relation, mais il était bien connu qu'ils sortaient ensemble pendant leurs années de première et de terminale. Après le lycée, je suis allé à l'université de Virginie où je suis resté jusqu'à l'obtention de mon MBA. Pendant mes études, j'ai développé une amitié étroite avec mon professeur de finance d'entreprise qui est devenu plus tard un mentor important. Après l'obtention de mon diplôme, je suis retourné dans ma ville natale, Petersburg, et j'ai commencé à travailler pour une petite entreprise. Pendant mon temps libre, j'ai développé un logiciel destiné à un marché de niche. Mon professeur a suivi mes progrès et m'a finalement encouragé à créer ma propre entreprise. Avec ses conseils, j'ai créé une société privée et pris des mesures pour protéger mes actifs. Le logiciel a connu un succès majeur et j'ai rapidement dirigé une entreprise très rentable. Il y a environ 3 ans, j'ai engagé mon professeur comme consultant à temps partiel. Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai aussi opéré des changements personnels, j'ai troqué mes lunettes à monture métallique contre des lentilles et j'ai travaillé à renforcer ma confiance en moi. Grâce à mon programme de MBA, j'ai appris que je n'avais pas à laisser les gens me marcher sur les pieds, je pouvais me présenter avec autorité. Cela a marqué le début de ma transformation, d'un intello complexé à un homme d'affaires confiant. Environ 4 mois après avoir lancé mon entreprise, j'ai rendu visite à un client potentiel et, de manière inattendue, je suis tombé sur Bev. Elle travaillait comme secrétaire du président de l'entreprise. Je l'ai reconnue immédiatement, bien qu'il lui ait fallu un instant pour se souvenir de qui j'étais. Nous avons discuté un peu pendant que j'attendais de rencontrer son patron. Elle était encore plus éblouissante que dans mes souvenirs du lycée. Avant que je ne quitte son bureau, nous avons convenu de nous revoir un jour pour rattraper le temps perdu. À l'époque, je n'y ai pas trop réfléchi, malgré mon sentiment d'être plus sûr de moi, je la considérais toujours bien hors de ma portée. À ma grande surprise, lorsque je suis retourné à l'entreprise quelques semaines plus tard, Bev a mentionné qu'elle était déçue que nous n'ayons pas donné suite à nos projets de rencontre. J'étais sincèrement choqué qu'elle ait même pensé à moi. Nous nous sommes finalement rencontrés et notre première conversation fut si naturelle et agréable que nous avons commencé à nous voir presque toutes les semaines. Nous avons découvert que nous avions de nombreux centres d'intérêt communs et nous nous sentions très à l'aise ensemble. Bev commentait souvent à quel point j'avais changé et à quel point elle aurait aimé que nous nous soyons rencontrés plus tôt dans la vie. Notre relation a grandi régulièrement et 7 mois plus tard, nous étions mariés. Notre mariage fut une belle cérémonie l'après-midi. Ce soir-là, nous avons pris l'avion pour San Francisco pour la première nuit de notre lune de miel avant de nous diriger vers Hawaï le lendemain. Vous ne croiriez pas notre nuit de noces. J'étais encore assez inexpérimenté en matière d'intimité, et Bev fut celle qui m'a doucement introduit à ce nouvel aspect de notre relation. Au cours des 2 semaines suivantes, jusqu'à ce que je commence à sortir avec elle, je n'avais jamais vraiment beaucoup réfléchi à la romance ou à l'intimité physique. Ce que je m'apprête à décrire peut donc sembler ordinaire à la plupart des gens, mais pour moi, ce fut le début d'un chapitre entièrement nouveau. Cela a commencé par un moment de rapprochement dans l'avion vers notre destination de lune de miel. Même le trajet en taxi jusqu'à l'hôtel fut rempli d'excitation alors que nous rions et apprécions la compagnie de l'autre, explorant un niveau d'affection que je n'avais jamais connu auparavant. Je m'adaptais encore à cette nouvelle phase de ma vie, équilibrant ma pudeur avec le tourbillon d'émotions que je ressentais. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, Bev a suggéré que nous nous rafraîchissions ensemble. Elle m'a surpris en sortant de la salle de bain dans une élégante nuisette qui m'a coupé le souffle. Elle était magnifique, et sa chaleur et sa confiance m'ont rassuré que c'était un moment spécial et inoubliable pour nous deux. Cette nuit a marqué le début de notre connexion profonde en tant que mari et femme. Le lendemain matin, nous avons failli rater notre vol pour Hawaï tellement nous avions apprécié la compagnie de l'autre. Heureusement, nous avions tous les deux besoin de repos, alors nous avons dormi pendant la majeure partie du vol. Nos 2 semaines à Hawaï furent un rêve. Nous avons passé nos journées à explorer, dîner et profiter de la beauté des îles. Ce fut une période de joie, de rire et de croissance alors que nous nous rapprochions en tant que couple.
Au moment de notre retour à la maison, j'avais l'impression d'avoir acquis non seulement une connaissance de l'amour, mais une profonde compréhension de notre partenariat. Au cours de notre première année ensemble, Bev a partagé un peu de son passé, y compris sa relation avec Buster. Selon elle, ils avaient été très sérieux au lycée, mais au moment d'obtenir son diplôme, elle avait réalisé qu'il n'allait nulle part. Après l'école, Buster s'était lancé dans la construction mais avait eu des problèmes pour avoir volé des matériaux. Il avait finalement déménagé, peut-être à Philadelphie, et à sa connaissance, n'était pas revenu depuis. Son passé ne me préoccupait pas, je le voyais comme tel, son passé. Notre vie avait été merveilleuse jusqu'à il y a environ un mois, lorsque nos retrouvailles du 10e anniversaire du lycée ont été annoncées. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'y assister, mais Bev était ravie de renouer avec d'anciens amis qu'elle n'avait pas vus depuis la remise des diplômes. Beaucoup avaient déménagé, s'étaient mariés ou avaient simplement disparu, alors j'ai accepté d'y aller. Nous avons répondu et payé les frais pour le dîner et les retrouvailles. L'événement s'est déroulé dans une salle à manger et une salle de bal d'un hôtel local, conçu comme un grand gala avec plusieurs promotions de différentes années invitées. Chaque promotion a également loué une salle d'accueil pour se mêler après le dîner. La veille des retrouvailles, Bev et moi avons parlé de ce à quoi nous attendre. Je lui ai rappelé que tout le monde aurait 10 ans de plus et que la plupart se seraient installés dans des vies très différentes. Elle a ri, disant qu'elle savait, mais qu'elle avait hâte de revoir ses vieux amis. Elle a énuméré plusieurs noms, partageant son enthousiasme à l'idée de renouer avec chacun d'eux. Quand elle a eu fini, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas mentionné Buster. Curieux, je lui ai demandé si elle pensait qu'il pourrait venir. Elle a marqué une pause puis a dit qu'elle n'était pas sûre, mais que s'il venait, je n'avais rien à craindre, c'était un raté. Le soir des retrouvailles, Bev est entrée dans le salon déjà habillée et elle était absolument radieuse. Elle était aussi belle que je l'avais jamais vue. Je n'arrivais pas à croire qu'une femme aussi incroyable soit ma femme. Elle portait une robe de cocktail beige qui lui arrivait juste au-dessus des genoux. Comme tout ce qu'elle portait, elle mettait en valeur sa silhouette fantastique. J'étais fier d'elle, sachant qu'elle ferait tourner les têtes, les hommes avec admiration, les femmes avec une pointe d'envie. Je l'ai serrée contre moi et elle m'a demandé si j'approuvais. Je lui ai assuré qu'elle était magnifique. Puis elle m'a demandé si je voulais un baiser avant qu'elle ne mette son rouge à lèvres. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement tenue et lui ai donné un long baiser sincère. Elle s'est légèrement reculée, souriant et disant « Ne t'emballe pas, chérie » avant de retourner à la salle de bain pour finir son maquillage. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec son sourire contagieux et nous nous sommes dirigés vers l'hôtel. À l'hôtel, nous nous sommes arrêtés à la suite d'accueil pour récupérer nos badges. Ils distribuaient aussi de nombreux annuaires avec nos vieilles photos de terminale et les nouveaux noms de famille des femmes mariées. Dès que nous sommes arrivés, Bev a été immédiatement entraînée dans un cercle d'anciens amis, la plupart qu'elle n'avait pas vus depuis des années. J'ai rencontré quelques gars avec qui je traînais, mais en tant qu'intello, je n'avais pas fait partie d'un grand groupe d'amis. Il a fallu plus d'une demi-heure pour éloigner Bev et nous diriger vers la salle de bal principale. Même là, elle fut de nouveau immédiatement entourée et je me suis retrouvé aéré seul jusqu'à ce que le dîner soit annoncé. Pendant l'attente, j'ai feuilleté le mini-annuaire et remarqué des photos de certaines personnes qui n'étaient pas là. J'ai ressenti un certain soulagement quand je n'ai pas vu la photo de Buster. Il s'est avéré que certains qui ne pouvaient pas assister avaient envoyé des mots et soutenu les retrouvailles en payant les frais, tandis que ceux qui n'avaient pas payé n'étaient pas inclus dans les photos. Lorsque le dîner fut annoncé, des groupes de 10 commencèrent à se former pour chaque table. Bev est venue, m'a fait un rapide câlin et m'a demandé si cela me dérangerait ou me décevrait qu'elle s'asseye avec ses vieux amis, car il n'y avait pas de place pour les conjoints. Bien sûr, j'étais déçu, mais j'ai mordu ma langue et lui ai dit d'y aller. J'ai fini à une table avec d'autres conjoints me rejetés, des hommes dont aucun n'avait fréquenté notre école. La table était à l'opposé de celle de Bev, donc je ne pouvais même pas la voir. Le dîner fut ennuyeux, et je me suis rappelé pourquoi je n'avais pas été enthousiasmé par ma venue. Après le dîner, les 5 présidents de promotion ont fait de courts discours et un toast a été proposé. Il fut annoncé que le bar principal et la salle de bal resteraient ouverts jusqu'à 2 heures du matin, et les gens se dirigèrent soit vers le bar, soit vers la piste de danse. À la fin de l'annonce, j'ai remarqué une certaine agitation près de la table de Bev. En regardant par-dessus, je pouvais à peine la distinguer dans la foule. Alors que je me dirigeais vers elle, j'ai vu ce qui causait le remue-ménage, Buster était arrivé. Bev lui a jeté les bras autour du cou et lui a donné un câlin beaucoup trop exubérant.
Il lui a ensuite pris la main et l'a conduite sur la piste de danse. J'étais furieux. Sans hésiter, je me suis avancé sur la piste de danse, j'ai tapé sur l'épaule de Buster et je lui ai dit que la première et la dernière danse appartenaient toujours au conjoint. Bev a légèrement halté et a dit « Chérie, tu te souviens de Buster, n'est-ce pas ?» Ma voix ne laissait aucune place aux plaisanteries lorsque j'ai répondu « Oui, comment vas-tu Buster ?» Cette danse est la mienne. Buster n'a pas reconnu l'intello du lycée et a marmonné quelque chose en me confiant Bev à contre-cœur. Dès qu'il est parti, Bev s'est tournée vers moi et a commencé à me réprimander pour ne pas avoir été plus amicale. J'ai immédiatement remarqué que Bev avait déjà pas mal bu. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je n'avais jamais vraiment pensé à Buster auparavant et que rien n'avait changé mon avis depuis. Avec un peu de colère dans la voix, j'ai dit « Bev, tu m'as laissé avant le dîner, m'as abandonné pendant, et maintenant tu es parti danser avec quelqu'un d'autre. Vais-je être un bagage en trop pour toi toute la nuit ?» Elle a souri et a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle n'avait pas vu ses gars depuis longtemps et voulait juste rattraper le temps perdu. Puis elle a ajouté « Chérie, nous avons toute une vie devant nous, alors n'essaie pas de me brider trop fort. » J'étais toujours mécontent de la tournure de la soirée. Nous avons terminé la danse et je lui ai dit d'aller s'amuser, mais de me garder un peu de temps. « Chérie, amuse-toi bien, mais s'il te plaît, vas-y doucement sur l'alcool, ai-je ajouté. Elle a répondu « Je t'aime, et je te garderai quelques danses, ainsi que la dernière. Merci de me laisser profiter de mes vieux amis. » Je l'ai embrassé et j'ai dit « D'accord, chérie, mais comme je l'ai dit, vas-y doucement sur l'alcool. » Je ne bois pas, mais Bev en fait parfois trop, et quand c'est le cas, elle n'est pas agréable à côtoyer. Cela a semblé l'irriter et elle a reniflé « Ne sois pas si rabat-joie. Je sais comment gérer mon alcool. » J'étais assis là, à me tracasser seul pendant quelques minutes, lorsque j'ai entendu une voix féminine familière derrière moi, « Cliff, je n'arrive pas à croire que c'est toi. » Il y avait 3 femmes avec qui j'avais eu des contacts à l'école, bien que je n'ai jamais fréquenté aucune d'elles. C'était Penny, ma préférée. Penny était attirante mais pas particulièrement remarquable. Elle était en marge du cercle de Bev, acceptée comme amie de Bev mais jamais membre du cercle intime. Nous avons discuté un petit moment avant que Penny ne s'arrête, me regarde sérieusement et dise « Cliff, je vais être honnête avec toi, si j'avais fait une liste de couples possibles de notre promotion, toi et Bev n'y auriez jamais figuré. » Elle a poursuivi, « Je suppose que tu étais au courant de sa relation avec Buster. Juste un conseil, garde un œil attentif sur eux ce soir. » Je l'ai assuré que je le ferais, mais je lui ai dit que je faisais confiance à Bev et que j'étais confiant que rien d'inapproprié ne se produirait. Alors qu'elle se levait pour partir, elle a dit « Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. » J'avais à peine fini de parler avec Penny quand Glenda, la deuxième de mes amies, est venue me faire un câlin et m'a demandé si je dansais. Nous avons dansé pendant la majeure partie de 2 chansons, rattrapant le temps perdu de ces dernières années. À la fin de la danse, elle a dit « C'est étrange comme les choses tournent. Toi et Bev avez dû faire de sérieux changements pour finir ensemble. Viens, je veux te présenter mon mari. » La danse durait depuis environ 1 heure quand j'ai rencontré le mari de Glenda. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à ce que faisait Bev, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à la piste de danse, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Bev et Buster D. Et il semblait beaucoup trop proche à mon goût. Je me suis excusé et je suis monté sur la piste de danse, tapant Buster sur l'épaule pour le couper. Il m'a regardé longuement et a ricané, « Si tu ne veux pas que ta face soit réarrangée, intello, dégage de la piste. » Bev a gloussé, et j'ai pu voir qu'elle était bien partie pour boire trop. J'ai dit, « Buster, excuse-moi, mais c'est ma femme. » Il m'a poussé contre un autre couple et en même temps j'ai remarqué que certains de ses coéquipiers commençaient à s'approcher. Il a dit, « Dégage de mon chemin, intello, à moins que tu ne veuilles que ta face soit réarrangée. » Bev a ricané et j'ai vu ce qui allait arriver, alors je me suis retourné et j'ai quitté la piste de danse. J'essayais de comprendre comment gérer la situation. Je ne suis pas Superman, mais je ne suis pas stupide non plus. Buster aurait pu rapidement en finir avec moi. Alors que je m'asseyais, Penny est venue et a présenté son mari. Je l'ai reconnu comme étant d'une promotion avant nous, il était en train de rendre visite à d'autres amis quand Penny et moi avions parlé plus tôt. Elle n'a pas perdu de temps et a dit, « Cliff, je t'avais dit de les surveiller. » Elle a expliqué que son cercle intime avait bien ri plus tôt quand Buster avait découvert que j'étais l'intello de l'école. Il avait été contrarié d'avoir laissé un intello le couper, et ses amis lui donnaient du fil à retordre.
Penny a dit, Bev boit beaucoup et participe aux conversations en te rabaissant. Je l'ai déjà vu. Le seul problème que vous ayez eu dans votre mariage, c'est quand Bev était ivre. Elle devient irrationnelle et difficile à supporter quand elle boit trop, à moins que vous ne soyez tous les deux ivres. Je suis resté assis là, ruminant. Toute la situation mettait une tension sur mon mariage. J'ai attendu que Buster parte, et quand il l'a fait, j'ai approché Bev. Je ne voulais pas m'asseoir dans la foule de ses amis, alors je lui ai demandé de danser. Elle a clairement fait savoir à voix haute qu'elle ne voulait pas danser pour le moment. J'ai alors suggéré qu'il était peut-être temps de rentrer à la maison. Encore une fois, elle a refusé, me disant qu'elle n'était pas encore prête à partir. Frustré, j'ai commencé à tendre la main vers elle, mais j'ai été saisi au bras par l'un des copains de Buster. Il a bredouillé, Bev a dit qu'elle n'était pas prête, qu'est-ce que tu ne comprends pas? À ce moment-là, 3 amis de Buster m'ont encerclé. J'ai dit, Bev, allez, il est temps de partir. 2 d'entre eux m'ont saisi sous les aisselles et m'ont lancé à environ 3 mètres à travers la piste de danse, renversant 2 couples au passage. Ces gars avaient déjà malmené cette foule auparavant, et ceux sur la piste de danse se sont simplement écartés. Bev riait et me montrait du doigt. Elle a cessé de rire juste assez longtemps pour me dire de trouver un endroit où m'asseoir jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. Elle m'a dit qu'elle me ferait savoir quand ce serait le moment. Buster et sa bande avaient pratiquement pris le contrôle du centre de la piste de danse et tous les autres devaient danser autour du périmètre. Je savais que je ne pourrais obtenir aucun soutien pour tenir tête à Buster et à ses acolytes. Honnêtement, je ne pouvais blâmer personne, cela aurait été comme David affrontant Goliath sans front ni pierre. Penny et Glenda m'ont invité à m'asseoir avec elles et leur mari, et j'ai été heureux d'accepter. Honnêtement, si j'avais eu une arme, j'aurais pu monter sur la piste de danse et affronter Buster, mais j'étais trop dégoûté par la façon dont lui et Bev agissaient. Je ne pouvais plus supporter de regarder, alors j'ai tourné le dos à la piste de danse. Nous avons continué notre conversation pendant que Penny et Glenda dansaient avec leur mari. De temps en temps, pendant notre conversation, je leur ai dit que je ne m'attendais pas à voir Buster ici ce soir. Bev était sûre qu'il ne viendrait pas. Penny a halté. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle a dit, « Tu n'as pas vu le dernier envoi pour les retrouvailles ?» Il y avait une liste de tous ceux qui avaient répondu, et le nom de Buster y figurait comme ayant l'intention d'y assister, mais il n'avait pas payé ses frais de banquet ou de retrouvailles. Elle a ajouté avec un certain dédain, « Bien sûr, nous pensions qu'il ne viendrait pas vraiment. Je me demande comment il est arrivé ici. Il a dû se faire emmener ou demander de l'essence à quelqu'un. » Je lui ai dit que je n'avais jamais vu la liste. Mon estomac s'est serré en réalisant que Bev m'avait menti en ne s'attendant pas à ce que Buster vienne. Je ne savais pas exactement ce que je devais faire, mais je commençais à élaborer un plan pour gérer la situation. Vers 1h du matin, Penny et Glenda se sont excusées et ont quitté la table en parlant à leur mari. J'ai regardé autour de moi mais ne pouvais voir Bev ni aucun membre du groupe de football. La foule s'était considérable. Aimant éclairci et il n'y avait plus qu'une douzaine de couples sur la piste de danse. En fait, à part notre table et le couple qui dansait encore, il n'y avait presque plus personne. Je me levai pour aller chercher Bev quand les filles sont revenues. Penny a dit, « Cliff, je déteste te dire ça, mais il se passe quelque chose dans la suite d'accueil et ça ne va pas te plaire. » Je me suis levé pour partir, mais Penny m'a attrapé et m'a dit de rester tranquille, il n'y a rien que tu puisses faire maintenant. Si tu y vas, tu vas probablement te faire mal et finir à l'hôpital. Je l'ai remercié mais je lui ai dit, c'est ma femme, et je ne vais pas rester les bras croisés à laisser se produire des choses qui ne devraient pas. Je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai couru dans les escaliers et j'ai fait irruption dans la suite d'accueil. Ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. Bev dansait de près avec Buster et leurs actions étaient suggestives. Buster ne portait pas de pantalon et la robe de Bev était remontée autour de sa taille. La foule les encourageait, scandant. Sans réfléchir, j'ai avancé pour affronter Buster, mais 2 de ses amis m'ont attrapé. La danse s'est arrêtée et Buster a ricané, eh bien, l'intello est arrivé pour sauver la situation. Tout le monde a ri et Buster a dit, si tu la veux, viens la prendre. Ses amis m'ont poussé vers lui et il m'a frappé à l'estomac, me coupant le souffle. Je me suis effondré au sol, haletant pour reprendre mon souffle. Buster s'est tenu au-dessus de moi, me narguant de me lever et de le combattre. Comme je ne répondais pas, Bev est venu et dit d'une voix moqueuse, « Tu ne m'aimes pas assez pour te battre pour moi ?» Je pensais avoir épousé un homme, mais je suppose que je me suis trompé.
Elle ricana et rejoignit le groupe. Buster m'attrapa par la chemise et me souleva. Je me préparais à un autre coup, mais il dit plutôt à ses amis, « Il ne vaut pas la peine que je me meurtrisse les phalanges, attachez-le et laissez-le regarder. » On m'attacha à une chaise et on me déplaça vers une position centrale tandis que la foule reprenait ses activités. Je criai à Bev d'arrêter, mais elle ne répondit pas. Buster s'approcha et me nargua en disant, « C'est ce qu'une femme veut vraiment, pas un type comme toi. » Je criai de nouveau à Bev d'arrêter, mais elle était trop ivre pour entendre. Buster me détacha et, alors que je retirais la serviette de ma bouche, je dis à Bev, « Il y aura des conséquences pour ça, arrête tout de suite. » Elle articula difficilement, « Je suis occupée, tu as entendu ce que Buster a dit, tu n'as pas encore gagné. » Frustré, je regardai Buster et lui dis, « Va te faire voir. » Je reçus un autre coup à l'estomac et la force du coup m'envoya m'écraser dans le couloir. J'entendis la porte claquer, suivie de rires. La voix de Bev était parmi eux. Blessé, je me relevai avec difficulté et titubai jusqu'aux toilettes pour me nettoyer du mieux que je pouvais. Puis je retournai dans la salle de bal. La plupart des invités étaient déjà partis ou étaient en train de partir, mais Penny et son mari étaient toujours là. Elle se précipita vers moi alors que je rentrais en boitant. « Oh Cliff, je suis tellement désolé. Je savais que quelque chose comme ça arriverait quand j'ai appris que Buster serait là. Je soupçonne qu'il est un pique-assiette puisqu'il n'a pas réservé de chambre. Il pourrait essayer de ramener Bev chez elle et te faire pression pour que tu le laisses rester la nuit. Il aura probablement Jimmy avec lui, ce sont tous les deux des fauteurs de troubles. Plus tôt, j'avais entendu parler de leurs activités prévues chez Jack une fois qu'ils auraient quitté l'hôtel. Dès que je pus dire au revoir, je suis allé à ma voiture et j'ai pris mon téléphone portable. Il était temps de mettre mon plan à exécution. J'ai presque crié de joie lorsque mon partenaire de tennis, le sergent Tim Albright, a répondu à mon appel au quartier général de la police. Il était en service et je lui ai raconté ce qui s'était passé et ce qui risquait de se passer ensuite. Je lui ai également dit qu'il pourrait y avoir des voitures quittant l'hôtel avec des conducteurs qui avaient dépassé la limite légale. Tim a dit que ce ne serait pas un problème et m'a remercié pour le tuyau, me faisant savoir qu'il envoyait immédiatement 3 voitures. Il a terminé par une remarque sarcastique sur à quel point il serait heureux de rendre une ou deux faveurs à Buster. De retour à l'intérieur, je me suis souvenu que Buster et ses amis avaient accroché leurs vestes sur des chaises avant de monter à l'étage. Une recherche rapide a permis de trouver la veste de Buster et à l'intérieur, j'ai trouvé son permis de conduire. J'ai ri en voyant son vrai nom, Baldwin Snipes. Ses clés de voiture étaient dans sa poche et c'était une voiture de location. Je suis sorti, j'ai trouvé la voiture et j'ai retiré la valve du pneu avant droit. De retour à l'intérieur, j'ai appelé U. Un agent de location endormi qui m'a dit que tout service d'urgence prendrait plus d'1 heure pour arriver à cette heure-là. Je me suis souvenu de ce que Penny avait dit et je me suis demandé comment Buster avait pu louer la voiture. L'entrée du parking de l'hôtel se trouvait dans une rue latérale et j'ai sorti ma voiture. Alors que j'arrivais au coin, une voiture de police est sortie et a bloqué l'intersection. C'était Tim et il y avait 2 autres voitures au coin de la rue. Quand il m'a vu, il a salué et est venu à ma fenêtre, me demandant s'ils étaient toujours là. Je lui ai dit qu'ils devraient arriver dans quelques minutes et j'ai demandé si je pouvais regarder. Il m'a dit que c'était une rue publique, alors j'ai fait le tour du coin et je suis revenu pour observer. En 20 minutes, 9 voitures ont été arrêtées et 9 conducteurs ont été interpellés. 3 épouses ont dû rentrer seules chez elles et 4 des hommes n'avaient pas d'épouse. Leurs voitures, ainsi que celles des épouses, ont été remorquées jusqu'à la fourrière. Tim est venu vers moi et m'a demandé ce qui s'était passé avec Buster et ma femme. Je lui ai dit qu'ils avaient été retardés. Mon téléphone portable a sonné, c'était Bev. Elle était en colère et voulait savoir où j'étais et pourquoi je ne l'avais pas attendue. J'ai répondu, « À qui crois-tu que tu parles ? Tu as clairement montré ce soir que je n'étais pas assez bien pour toi. Dis à Baldwin de s'occuper de toi. Je n'ai pas à supporter ça. » J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, Bev était plus polie. Elle m'a dit que, puisque je ne l'avais pas attendue, Baldwin allait la ramener à la maison dès qu'il aurait réparé le pneu crevé. Elle a ajouté qu'elle l'avait invité à passer la nuit puisqu'il n'avait pas de chambre et que Jimmy serait avec lui. « J'attends de toi que tu sois gentil, » a-t-elle dit. J'ai claqué, « Bev, tu ferais mieux de rentrer chez toi et tu ferais mieux de trouver comment te débarrasser de ces deux-là avec toi. » J'ai raccroché et éteint le téléphone avant qu'elle ne puisse répondre. Me tournant vers Tim, je lui ai raconté ce qui venait de se passer.
Il a dit, je pense que ce serait une bonne idée si je venais avec toi. Nous sommes rentrés à la maison et il a garé le véhicule de patrouille juste à côté, sachant qu'il ne serait pas remarqué derrière la clôture. Il m'a dit qu'une voiture les suivrait juste pour s'assurer que rien ne se passe en chemin, s'il devenait dangereux sur la route, il serait arrêté. Pendant que nous attendions, une idée m'est venue. Tim, tu connais ces herses que vous utilisez pour arrêter les voitures? Il a hoché la tête. Sont-elles déjà tombées de votre voiture, comme dans des allées? Il a commencé à secouer la tête, mais a ensuite compris ce que je voulais dire. Je n'en ai pas entendu parler, mais je suppose que cela pourrait arriver. Nous sommes allés à son véhicule de patrouille, avons sorti 2 barres et les avons placées dans mon allée. Mon allée était légèrement en pente depuis la rue et les herses ne seraient pas vues tant qu'une voiture ne roulerait pas dessus. Tim a souri et a dit, tu sais, j'ai entendu parler de choses comme ça, mais c'est la première fois que je les vois vraiment tomber. Nous devrons peut-être installer des sangles de retenue dans les véhicules. Nous avons tous les deux ri, mais ensuite sa radio a rompu le silence. Il a été informé que Buster, avec 2 passagers, venait de quitter l'hôtel. Tim a rappelé à l'officier que la sécurité était la priorité absolue, mais s'il pouvait arriver à destination sans mettre personne en danger, il pouvait continuer. Il a donné mon adresse et a dit qu'il pensait qu'il se dirigeait ici. Quel que soit l'endroit où il s'arrêtait, il a instruit les officiers d'allumer leurs lumières, de les arrêter et de leur faire passer des tests de sobriété. S'ils étaient arrêtés n'importe où sauf ici, Tim s'est tourné vers moi et a dit, « Cliff, je suis désolé que cela arrive. Pourquoi n'entrons-nous pas et n'attendons-nous pas ?» Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu un court sifflement de la voiture de police et j'ai vu des lumières bleues clignoter à travers les rideaux. Je m'attendais à un bruit fort lorsque Buster roulerait sur les herses, mais j'ai été déçu de n'entendre qu'à peine l'air s'échapper des pneus avant. Les lumières du salon étant éteintes, Tim et moi avons regardé par la grande fenêtre les 3 êtres sortis de la voiture. Ils pouvaient à peine tenir debout, et encore moins compléter un test de sobriété. Les 2 officiers luttaient pour l'administrer. Le test a continué pendant que Buster et Jimmy proféraient de légères menaces et narguaient les officiers. Finalement, un officier a menotté Buster et l'a informé qu'il était en état d'arrestation pour conduite sous influence. Buster a commencé à jurer et les officiers ont dû le faire monter de force dans le véhicule des patrouille. Tim a chuchoté, maintenant, il résiste à l'arrestation. Un officier regardait le permis de conduire de Jimmy et lui a demandé où il logeait. L'officier a dit qu'il appellerait un taxi pour le ramener chez lui, mais Jimmy n'avait pas d'argent et pas d'endroit où rester. L'officier l'a informé qu'il serait emmené au centre-ville et détenu comme vagabond, la ville lui fournissant le gîte et le couvert pour la nuit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'apprécier la scène qui se déroulait. J'ai également remarqué que les lumières de quelques voisins s'étaient allumées et qu'ils observaient ce qui se passait. Juste à ce moment-là, Jimmy a donné un grand coup à l'officier, le manquant complètement. L'officier l'a attrapé par l'arrière du cou, lui a cogné la tête sur le coffre de la voiture et l'a menotté. Tim a chuchoté, c'est une agression sur un officier. Pendant ce temps, le 2e officier, après avoir sécurisé Buster dans le véhicule de patrouille, interrogeait Bev. Il a finalement déterminé que c'était sa maison et l'a accompagné à la porte. Son langage était loin d'être poli. J'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer. L'officier a salué Tim et l'a remercié, puis a demandé s'il pouvait être utile. Bev, voyant Tim, m'a hurlé, « C'est toi qui as monté ça. Où vont Buster et Jimmy ?» Je lui ai dit que je l'avais effectivement monté. Ils vont au centre de détention pour conducteurs ivres. Nous n'avons pas besoin de gens comme ça au volant dans les rues. Ils ne seront pas seuls, 9 de leurs copains les attendent déjà. J'ai ajouté, ils resteront là-bas au moins jusqu'à demain matin, à moins que quelqu'un ne paie leur caution. Bev articula difficilement, eh bien, je vais aller les libérer sous caution. Tim s'est approché et a dit, Bev, si tu y vas, je t'arrêterai dès que tes roues toucheront la voie publique et je te donnerai un trajet gratuit jusqu'au quartier général. Tu passeras la nuit en cellule. Elle a essayé de le gifler, mais je lui ai attrapé le bras, j'ai approché mon visage du sien et je lui ai dit, va te coucher. Si tu ne le fais pas, tu vas voir un côté de moi que tu n'as jamais vu auparavant. Tu pourrais même voir un intello être emmené pour avoir battu sa femme. Puis je lui ai ordonné avec autorité, va te coucher tout de suite. Je l'ai relâché et lui ai donné une poussée vers la chambre. Il était plus de 3 heures du matin et Tim m'a regardé et a dit, j'ai fini mon service il y a 15 minutes. Je rentre. Oh, au fait, comme c'est une voiture de location,
appelle l'agence et dis-leur qu'elle a été abandonnée ici quand le conducteur ivre a été emmené en prison. Dis-leur de venir la chercher avec leur dépanneuse car elle n'est pas en état de rouler. Il a jeté un coup d'œil à Bev et a dit « Bonne nuit », touchant son doigt à sa visière avant de partir. Elle le foudroya du regard et alla dans la chambre. Elle s'effondra sur le lit et s'endormit en quelques minutes. Je l'ai simplement laissée et je suis allé m'allonger sur le canapé. J'ai réussi à faire quelques courtes siestes avant l'aube. Pendant ce temps, j'ai récupéré le chéquier de Bev et la majeure partie de l'argent de son sac à main, et j'ai annulé notre carte de crédit conjointe. J'étais reconnaissant d'avoir été conseillé de ne garder que l'argent dont j'avais besoin pour les dépenses quotidiennes et les comptes accessibles aux autres. La majorité de mes fonds se trouvaient sur des comptes offshore, protégés de quiconque sauf moi. Vers midi, Bev s'est traînée jusqu'à la salle à manger. Naturellement, elle avait l'air terrible. Elle ne m'a pas regardé en s'asseyant. Je me suis levé et je lui ai versé une tasse de café. Elle a marmonné un merci puis a commencé à pleurer. Après quelques minutes, elle a à moitié levé sa tête et a dit « Chérie, je suis tellement désolée. J'ai été assez horrible hier soir, n'est-ce pas ?» J'ai répondu que « assez horrible » ne décrivait pas tout à fait ses actions. Elle était sur le point de dire quelque chose quand le téléphone a sonné. Comme elle était assise à côté, elle a répondu. Je ne pouvais pas entendre ce qui était dit, mais je pouvais dire que c'était quelqu'un de très bouleversé. Elle a écouté une minute de plus puis a dit « Nous arrivons tout de suite » et a raccroché. Elle m'a regardé un instant puis a chuchoté « C'était Buster. Il est retenu jusqu'à ce que quelqu'un vienne payer sa caution. Ils seront de retour dans quelques minutes. » Je me suis levé, les doucement repoussé sur la chaise et j'ai dit « Bev, quoi que tu penses, tu ne vas pas le libérer sous caution. Ton chéquier, ton argent et ta carte de crédit ont tous été annulés. Je ne suis pas sûr que notre mariage puisse être sauvé après ce qui s'est passé hier soir, mais si jamais je revois Buster près de toi ou si tu mentionnes son nom en ma présence, notre mariage sera terminé. Je suis sérieux, me comprends-tu complètement ? » Elle a commencé à pleurer et a voulu le rappeler. Elle lui avait dit qu'elle serait là bientôt. Je lui ai dit qu'il avait eu ce qu'il méritait et qu'il pouvait rester en prison pour ce que j'en avais à faire. J'ai appris plus tard qu'il avait passé 2 jours en prison car personne n'avait payé sa caution et il n'avait certainement pas assez d'argent pour le faire. Il a également été facturé pour la voiture de location, jusqu'à ce que Buster rende les clés. Un coût supplémentaire d'une journée a été ajouté pour que la voiture soit hors service pour de nouveaux pneus. Il a également été facturé pour les nouveaux pneus. Le juge l'a condamné à une amende de $500 pour conduite en état d'ivresse et a suspendu son permis pour 6 mois. Comme il avait fait de l'autostop pour arriver en ville, il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui et devrait utiliser ses économies d'urgence pour un billet de bus. Les amendes, les frais de location de voiture et le billet de bus ont pratiquement anéanti ses économies. Jimmy a été libéré un jour plus tôt et escorté jusqu'à la gare routière. J'ai entendu dire que son week-end avait également vidé ses économies et qu'il avait dû emprunter de l'argent à un autre ami pour quitter la ville. C'est un vieux dicton, si tu joues, tu dois payer. Tim m'a dit qu'un officier les avait escortés chacun jusqu'à la gare routière pour s'assurer qu'ils quittent la ville sans causer d'autres problèmes. Il a mentionné plus tard que 8 autres avaient plaidé coupables de conduite en état d'ivresse, avaient reçu des amendes de $500 et avaient eu leur permis suspendu pour 6 mois. Une personne qui avait déjà une condamnation pour conduite en état d'ivresse a été condamnée à une amende de $1500 et a perdu son permis pour 1 an, avec un avertissement que la prochaine infraction entraînerait une révocation permanente. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai ressenti de la satisfaction quand j'ai appris toutes leurs infortunes, a dit Tim. Je ne suis peut-être pas un dur à cuire, mais je sais comment faire en sorte que les gens comprennent les conséquences de leurs actions. Pendant les jours suivants, Bev et moi avons à peine parlé. J'ai décidé d'attendre qu'elle fasse le premier pas. Sans le fait que ses parents avaient déménagé dans leur ville natale à environ 1 heure au nord de Baltimore un mois avant les retrouvailles, je crois que j'aurais emmené Bev rester chez eux jusqu'à ce qu'elle règle les choses. Le mercredi soir, alors que nous nous préparions à nous coucher, elle est venue me voir et m'a demandé si nous pouvions essayer de réparer les dégâts. Elle m'a serré dans ses bras, s'est penchée pour un baiser et a essayé de toucher ma joue. J'ai retiré sa main et lui ai dit que les dégâts n'allaient pas être réparés au lit. Puis j'ai dit, Bev, notre intimité est en suspens jusqu'à ce que tu aies un examen médical complet. Je ne sais pas dans quel genre de choses Buster et ses amis pourraient être impliqués, mais je ne prends aucun risque. Elle s'est retirée de moi et a dit, Buster et mes amis ne sont impliqués dans rien de tel. Comment peux-tu penser une chose pareille ? Je l'ai juste regardé et j'ai répondu, quand les gens agissent de manière imprudente,
il y a de fortes chances qu'il transporte quelque chose de nocif. Tu as agi de manière irresponsable et maintenant tu dois te faire examiner avant que quoi que ce soit ne se propage. Au fait, ce sera notre médecin qui effectuera l'examen et tu devras m'apporter une certification écrite. Elle a commencé à pleurer et à plaider, « S'il te plaît Cliff, laisse-moi aller voir quelqu'un d'autre. Je serais mortifié d'aller voir le docteur Matthews pour ce genre d'examen. » J'ai dit, « Tu aurais dû y penser avant. » Je ne pensais pas que quoi que ce soit pouvait t'embarrasser après ce que j'ai vu samedi, mais tu peux voir n'importe quel médecin que tu veux. Cependant, il n'y aura plus d'intimité entre nous tant que le docteur Matthews ne certifiera pas que tout va bien. Je pouvais encore l'entendre pleurer alors que je m'endormais. Quand je suis rentré le jeudi soir, elle est venue vers moi, m'a serré dans ses bras et s'est excusée. Elle semblait agir davantage comme son ancien moi. Elle a demandé si nous pouvions parler après le souper. Nous avons discuté de sujets normaux et nécessaires pendant le dîner, mais ensuite elle m'a regardé avec hésitation et a dit, « Je suis allé voir le docteur Matthews aujourd'hui. Les résultats seront de retour demain. » Nous sommes allés dans le salon et après un instant, elle a commencé, « Chérie, j'ai beaucoup réfléchi au week-end. Je ne peux que te redire à quel point je suis désolé pour mon comportement. » J'ai commencé à l'interrompre, mais elle m'a demandé de la laisser finir. Tu savais que je ne devais pas mentionner son nom, mais tu sais de qui je parle. Quoi qu'il en soit, nous étions assez proches au lycée. Ce qui s'est passé samedi soir s'était produit plusieurs fois quand nous étions à l'école. Je ne vais pas m'excuser pour ce qui est. Et passé à l'époque, c'est du passé. Ce que je dis, c'est que je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé samedi. Elle s'arrêta, s'éclaircit la gorge et continua, « Eh bien, j'étais habituée à être imprudente et j'étais habituée à un style de vie différent avant que nous nous rencontrions. Je pensais avoir laissé tout cela derrière moi après l'école, mais je ne sais pas ce qui s'est passé samedi soir. Tout est revenu. Je n'étais pas préparé pour cela et avec l'alcool, je suis retombé dans de vieilles habitudes. » Je l'interrompis avant qu'elle ne puisse continuer, « Laisse-moi te demander 3 choses, pourquoi m'as-tu ignoré quand j'ai essayé d'arrêter les choses tôt dans la soirée? Tu n'étais pas si ivre alors. Pourquoi as-tu permis à tes amis de m'humilier? Et surtout, pourquoi m'as-tu menti à propos de l'arrivée de Buster? » Elle commença à pleurer et dit qu'elle ne connaissait pas les réponses. Quelque chose a juste pris le dessus quand j'ai vu le vieux groupe. Je suis désolé, je ne sais juste pas ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas satisfait de ses réponses et je m'énervais de sa tentative d'éviter d'aborder le rôle de Buster. D'une voix ferme, j'ai dit, « Bev, pourquoi as-tu menti à propos de la venue de Buster? » Elle me regarda stupéfaite comme si je venais de la frapper, brisant son processus de pensée. Elle resta silencieuse un long moment avant de répondre docilement, « Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que j'avais juste peur que tu refuses d'y aller si tu savais qu'il venait. » dit-elle. Je la fixai pendant plusieurs instants et faillis crier, « Alors tu me dis que tu savais exactement ce qui allait se passer avant les retrouvailles? Tu avais hâte? Tu avais hâte de tout ce chaos avec ton ancien groupe et tu ne te souciais pas de moi ou de mes sentiments? La vérité, c'est que tout tourne autour de ce qui te rend heureuse, n'est-ce pas? » Je fis une pause, contrôlant ma colère avant de continuer, « Ce qui rend Bev heureuse? Ce que Bev veut? Une personne qui en aime une autre ne se comporte pas comme tu l'as fait, puis essaie de se cacher sous une excuse de « je ne sais juste pas pourquoi je l'ai fait ». Tu savais exactement ce que tu faisais et ce qui allait arriver. Tu l'avais planifié à l'avance. Il y eut un silence de mort pendant quelques instants. Elle grimpa et dit, « Cliff, chérie, tu savais qui j'étais et ce que je faisais avant que nous soyons mariés. Tu sais que j'ai de forts désirs et tu n'as peut-être pas su que je cherche parfois des connexions en dehors de notre relation. Ce week-end, ça m'a juste fait réaliser que j'ai besoin de plus que ce que nous avons et je veux explorer ces besoins. » Ce qu'elle a dit m'a frappé comme une bombe. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Avant qu'elle ne puisse continuer, je l'ai interrompue avec force, « Bev, d'abord, arrête de m'appeler chérie. Je n'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Depuis combien de temps es-tu impliqué avec cette personne depuis que nous sommes mariés? » Elle haleta et après un instant, me dit, « C'est la première fois depuis le lycée. » Je suis resté assis là, stupéfait. L'idée m'a rendu malade. Après un long silence pendant lequel elle a gardé les yeux détournés de moi, j'ai dit, « Bev, s'il te plaît, note que je t'appelle par ton prénom. Tu m'as involontairement dit plus que tu n'aurais aimé que je sache. Je ne vais pas insister davantage pour l'instant, mais j'ai le sentiment que samedi soir n'était qu'une continuation de quelque chose qui n'a jamais vraiment disparu. Quoi qu'il en soit,
tu dois comprendre que je ne pourrai jamais accepter des actions en dehors de notre mariage. Nous avons prononcé des vœux et ils sont irréversibles. Ce que tu as fait dans le passé appartient au passé et je peux vivre avec ça, mais si tu as besoin de chercher des liens avec d'autres personnes, alors la bonne démarche est de demander le divorce. Ma position ne changera pas. En sanglotant, elle a dit, Cliff, tu ne comprends tout simplement pas, j'ai répondu, non, Bev, c'est toi qui ne sembles pas comprendre. Les gens que je connais ne prennent pas de telles décisions à moins qu'il y ait quelque chose de sérieux à discuter. Si tu as quelque chose qui peut nous aider à avancer, alors nous pouvons en parler. Mais pour l'instant, je ne pense pas que nous puissions réparer les dégâts. Nous commencions à discuter d'avoir une famille, mais après ça, cette conversation est suspendue indéfiniment. Il y a beaucoup de travail à faire sur notre relation et ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer avant d'envisager des enfants. Toujours en sanglotant, elle a dit, oh Cliff, je suis désolé. Je sais à quel point je t'ai fait du mal. Ce que j'ai dit était insensé et irréfléchi. Je t'aime et je ne veux rien qui ruine notre mariage. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Je suis tellement confuse. Allons-y avec la famille, ça aidera à toi. Ranger. Je l'ai prise par le bras et j'ai dit, nous pouvons essayer de nous en sortir, mais je ne peux pas garantir que nous réussirons. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas fonder une famille maintenant. La raison est simple, je ne te fais pas confiance. Elle commençait à comprendre qu'elle m'avait profondément blessé et que cela ne disparaîtrait pas rapidement. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs discussions et fixé des repères pour nous aider à suivre nos progrès. Pendant l'année et demie suivante, nous avons fait des progrès graduels. Une chose qui m'a surpris et m'a aidé à me sentir mieux, c'est qu'après notre confrontation, la semaine suivant la réconciliation, Bev n'a jamais fait de commentaire ni de référence à l'idée de vouloir explorer en dehors de notre relation. Il y a environ un mois, nous avons recommencé à discuter de projets de famille et j'ai commencé à me sentir enthousiaste. Cependant, je n'étais toujours pas sûr si ce qu'elle avait fait pouvait être réparé un jour. Les souvenirs de cette nuit-là étaient encore vifs et la douleur persistait. Je me suis demandé à plusieurs reprises si je pouvais vraiment passer à autre chose et si quelque chose de similaire pouvait se reproduire. À ce moment-là, je n'avais pas les réponses, mais au cours des semaines suivantes, je savais que je devais m'assurer que mes propres intérêts étaient protégés. Une chose que j'avais apprise au fil des ans, c'est qu'une fois que la confiance est brisée, il est difficile de la reconstruire, mais je crois aussi que tout le monde mérite une chance de rédemption, alors j'ai décidé de donner à Bev le temps dont elle avait besoin. Pendant ce temps, je me suis également assuré que ma sortie du mariage, si cela devait arriver, se ferait le plus en douceur possible et sans aucune charge financière. Quelques semaines après la réconciliation, et ce, toutes les 4 à 6 semaines par la suite, Bev rendait visite à ses parents pendant 2 ou 3 jours. J'aimais ses parents et cela semblait être un bon moyen de maintenir les liens familiaux. Nous avions fixé 21 heures comme heure à laquelle elle devait m'appeler chaque soir où elle était absente, m'assurant d'être libérée du travail pour que nous puissions passer quelques minutes ensemble. Cet arrangement lui permettait de passer du temps. L'arrangement avec Bev et sa famille nous maintenait en contact et, cerise sur le gâteau, nous avions nos week-ends ensemble. Comme je ne pouvais pas faire les trajets, j'ai demandé à Bev d'inviter ses parents à une belle soirée, lui offrant $200 pour couvrir les dépenses, afin que cela ressemble à quelque chose que j'avais initié. Je ne l'avais pas mentionné auparavant, mais j'ai été élevé par mon oncle et ma tante après le décès de mes parents quand j'étais très jeune. Ils ont bien pris soin de moi, mais nous n'avons jamais été très proches. Je les contactais 1 ou 2 fois par an. Il était clair que Bev appréciait son temps avec ses parents et, de plus, elle avait renoué avec d'anciennes amies de l'école primaire. Chaque fois qu'elle revenait de ses visites, elle semblait rafraîchie et renouvelée. Lors de son dernier voyage, j'avais du temps libre l'après-midi et elle me manquait, alors j'ai décidé d'appeler. Quand sa mère a répondu au téléphone, nous avons parlé brièvement et j'ai demandé à parler à Bev. Sa mère m'a dit que Bev était allée chez son amie Janice pour une soirée pyjama et ne reviendrait pas avant le matin. J'étais surpris et j'ai demandé, est-ce que les femmes font encore ce genre de choses, surtout si tôt? Sa mère a répondu qu'elle ne savait pas, mais que chaque fois que Bev venait, elle et ses amis se réunissaient souvent. Parfois, elle veillait tard et d'autres fois, elle passait la nuit. Elle a proposé le numéro de Janice, mais j'ai dit que j'appellerais plutôt le portable de Bev. Avant de raccrocher, une pensée m'a traversé l'esprit, si Bev passait autant de temps avec Janice, quand avait-elle le temps de sortir ses parents? J'ai demandé à sa mère, quand est-ce que toi et papa sortaient avec Bev cette fois-ci?
Il y a eu une brève pause avant qu'elle ne réponde, l'air un peu confuse. « Cliff, tu sais, nous sommes plutôt casaniers, nous ne sortons pas très souvent. Nous ne sommes pas sortis avec Bev depuis un moment, mais merci de demander. Son père et moi devrions vraiment faire un effort pour passer du temps avec elle en dehors des filles, a-t-elle ajouté joyeusement. Merci de l'avoir mentionné, nous avons négligé notre fille. J'ai ressenti un pincement au ventre. Je lui avais donné plus de $1000 pour divertir ses parents et maintenant j'avais l'impression qu'on ne me disait pas tout. Bev, tu as beaucoup d'explications à donner, ai-je pensé en moi-même. J'ai appelé son portable, mais il était éteint. Ce sentiment d'inquiétude que quelque chose se passait derrière mon dos ne cessait de croître, mais j'ai décidé d'attendre qu'elle appelle. Quand elle l'a fait, nous avons parlé et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné les soirées chez Janice. Elle a marqué une pause et a dit qu'elle n'avait jamais pensé que ça m'intéresserait, alors elle n'en avait jamais parlé. Quand j'ai posé des questions sur son téléphone éteint, elle a hésité et a dit que la batterie était morte et qu'elle l'avait laissé à la maison pour le charger, mais qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir éteint. Elle utilisait le téléphone de Janice et devait écourter notre conversation ce soir. Sa réponse a commencé à me paraître étrange, mais je n'ai pas insisté. J'ai pensé que j'aurais dû entendre d'autres voix en arrière-plan si plusieurs personnes étaient ensemble, mais il n'y avait rien. Je lui ai dit que je l'aimais, elle a dit la même chose et nous avons raccroché. Les alarmes dans ma tête sonnaient plus fort. Quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune idée de quoi. Je suis resté là, à réfléchir à la conversation et j'ai commencé à me demander si Janice travaillait, alors pourquoi le rassemblement commençait-il si tôt? Il était temps de commencer à obtenir des réponses. J'ai pris mon téléphone pour la rappeler, mais sans réfléchir, j'ai appuyé sur le bouton de numérotation rapide. En entendant la deuxième sonnerie, j'ai réalisé que j'avais composé par erreur le numéro de portable de Bev au lieu de celui de Janice. J'ai rapidement éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai été surpris quand je l'ai entendu répondre. J'ai fait une pause, j'ai rassemblé mes pensées, puis j'ai déguisé ma voix. Allô, elle a répondu que je devais m'être trompé de numéro. Je me suis excusé et j'ai raccroché. Elle m'avait menti à propos de son téléphone. Maintenant, je commençais vraiment à me demander ce que je ne savais pas d'autre. Quand Bev est rentrée à la maison, les choses semblaient les mêmes, mais mes soupçons concernant ses visites à ses parents grandissaient. Son excuse concernant les soirées était faible. Nous avions toujours tout raconté, partageant les événements étranges ou inhabituels l'un avec l'autre. Si elle ne cachait rien, j'ai pensé qu'elle m'aurait parlé des soirées. J'ai commencé à croire qu'elles étaient une couverture pour quelque chose qu'elle ne voulait pas que moi, et peut-être ses parents, sachions. J'ai posé des questions sur Janice et si elle travaillait. On m'a dit que oui, Janice travaillait, mais qu'une des autres filles avait une clé de la maison et que Janice leur avait dit de venir et d'utiliser la maison quand elle voulait. Janice était toujours à la maison peu après le travail et parfois elle sortait dîner ou commandait des plats à emporter. Quand Bev a mentionné son prochain voyage pour voir ses parents, j'ai décidé de prendre des jours de congé. J'ai dit à mes collègues que j'avais des affaires à Chicago mais que je n'étais pas sûr de l'endroit exact où je serais, donc qu'ils devaient utiliser mon portable s'ils avaient besoin de me joindre. J'ai dit la même chose à Bev, expliquant que j'avais des réunions avec des clients dans la région de Chicago le mardi après-midi, toute la journée du mercredi et le jeudi après-midi. Je serai de retour tôt le vendredi après-midi. Quand elle a demandé où je logeais, je lui ai dit que je n'étais pas sûr, que je pourrais rester dans différents hôtels chaque nuit puisque mon travail était réparti dans la région. Alors qu'elle se préparait à partir le mardi, Bev s'est tournée vers moi et a demandé si elle devait inviter ses parents comme nous l'avions fait par le passé. Je savais qu'elle demandait de l'argent à nouveau et ce sentiment d'inquiétude est revenu. Passait-elle vraiment du temps avec ses parents ou se passait-il autre chose? J'ai réfléchi rapidement et j'ai dit, je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent liquide sur moi aujourd'hui. Mets-le sur ta carte de crédit et je te le rendrai quand tu rentreras à la maison. Elle a froncé les sourcils et a dit, eh bien, peut-être que nous ne sortirons pas cette fois-ci. Nous ne sommes pas obligés de le faire à chaque visite. Puis elle a souri, m'a donné un rapide baiser et est partie. J'ai travaillé au bureau jusqu'après le déjeuner, puis j'ai loué une voiture et j'ai suivi l'itinéraire de Bev. Je me suis enregistré dans le seul motel de la ville et j'ai fait une sieste avant le dîner. Je n'avais pas réalisé auparavant à quel point le motel était parfaitement situé pour ce dont j'avais besoin. J'ai pris une chambre au premier étage et de ma fenêtre, j'avais une vue dégagée sur la maison de Bev et les voitures garées à l'extérieur. J'ai installé mon ordinateur portable et j'ai travaillé tout en surveillant les allées et venues chez elle. L'emplacement était également pratique car pour aller n'importe où,
il fallait passer devant le motel. L'autre direction menait à un chemin de terre qui se terminait finalement dans un champ agricole clôturé. Je ne m'attendais à rien ce soir-là et j'avais raison. Après le souper, Bev est montée d'âne. Est-ce sa voiture et je l'ai suivie. Elle a fait un arrêt rapide à la pharmacie et est rentrée directement chez elle. Elle m'a appelé à 21h pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit qu'être seul sur la route n'était pas très amusant, mais que j'avais passé une bonne journée. Elle m'a dit qu'elle me manquait et qu'elle appellerait demain avant de raccrocher. Je lui ai demandé si elles avaient leur rassemblement pendant qu'elle était là. Elle a ri et a dit que se retrouver entre filles n'était pas vraiment une fête, mais oui, elle se retrouvait demain soir et elle appellerait de là, comme elle l'avait fait auparavant. Après avoir raccroché, j'ai fermé les rideaux, regardé un peu la télé et je me suis couché. Depuis son dernier voyage, j'avais eu l'occasion de parler à la mère de Bev et, ce faisant, j'avais obtenu l'adresse et le numéro de téléphone de Janice. J'ai aussi appris que Janice avait vécu un mariage difficile qui n'avait duré que 2 ans. Elle avait maintenant sa propre petite maison et travaillait dans une banque locale. Le mercredi s'est déroulé sans incident et j'ai réussi à faire beaucoup de travail. Juste au moment où j'allais sortir manger quelque chose, j'ai vu Bev monter dans sa voiture. J'ai vite couru à ma voiture et je l'ai suivie. Elle s'est dirigée vers l'un des quartiers plus anciens de la ville, ce qui, dans une petite ville, ne voulait pas dire grand-chose. J'ai supposé qu'elle se dirigeait chez Janice. Elle s'est garée dans une allée et sur le bas-côté. En passant, j'ai remarqué 2 voitures déjà garées dans l'allée. L'une était une Camry de modèle récent et l'autre, qui a attiré mon attention, était une vieille Ford avec des plaques de Pennsylvanie. J'ai cru voir quelqu'un accueillir Bev à la porte, avec ce qui ressemblait à un homme debout derrière elle. Il y avait une vieille grange juste en bas de la route où je pouvais me garer et un fourré que je pouvais pénétrer, ce qui me permettrait d'observer la maison sans être vu. Avant de m'arrêter, j'ai fait un rapide passage dans une station-service pour camions, j'ai pris un sandwich, des chips et une boisson. Je suis retourné à la ferme et me suis installé dans le fourré. Il n'y avait plus de voiture et je ne pouvais voir aucune activité à l'extérieur de la maison. J'ai mangé mon simple souper et j'ai continué à surveiller. À 21h, mon portable a sonné. C'était Bev qui faisait son appel nocturne. Comme auparavant, il n'y avait presque aucun bruit de fond et elle était chez Janice avec ses vieilles amies. Quelque chose n'allait pas. Non seulement je n'avais vu aucune autre voiture, mais je n'avais vu personne d'autre approcher de la maison non plus. Soit elles avaient toutes été déposées pendant que j'étais allé à la station-service pour camions, soit personne d'autre n'était arrivé. Alors que nous étions sur le point de raccrocher, elle m'a dit qu'elle se réunirait encore demain soir et qu'elle appellerait de là. Mais avant de raccrocher, j'ai demandé nonchalamment combien de personnes étaient présentes à ces rassemblements. Elle a répondu qu'il y avait généralement 6 ou 7 personnes, mais que ce soir-là, seulement 2 autres s'étaient présentées. Eh bien, au moins le nombre qu'elle a rapporté semblait raisonnable compte tenu de ce que j'avais observé. Je me suis installé confortablement pour une plus longue attente. Vers minuit, j'ai quitté le fourré et me suis dirigé vers la maison de Janice, en faisant attention de ne pas être vu. Je me suis arrêté à environ 50 mètres de la maison. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, donc je n'étais pas sûr s'il y avait un rassemblement ou s'il n'y avait que quelques personnes. Après avoir écouté pendant environ 10 minutes, je suis retourné au fourré. Vers 2h du matin, j'ai remarqué de l'activité à l'extérieur. Il faisait trop sombre pour voir clairement, mais j'ai pu distinguer une personne qui était manifestement Bev et quelqu'un d'autre sortant et marchant vers sa voiture. Ils sont restés là quelques minutes, mais je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Finalement, Bev est monté dans sa voiture et est parti. Je suis resté pour voir si quelqu'un d'autre partirait, mais après environ 30 minutes, toutes les lumières se sont éteintes et personne d'autre n'est parti. Quand je suis retourné au motel, j'ai pu voir que la voiture de Bev était dans l'allée, donc elle était rentrée chez elle. Le lendemain, je suis passé devant la maison de Janice plusieurs fois. La Camry avait disparu. Supposant que la Camry était celle de Janice, j'ai vérifié les parkings des 2 banques de la ville. Effectivement, la Camry était garée à la 2e banque. Je n'ai rien appris d'utile, mais j'ai décidé de surveiller la maison de Janice tôt le lendemain pour voir qui y entrait, puisque Bev était parti tôt l'après-midi la dernière fois. J'ai trouvé un bon endroit vers 15h30 et j'ai installé une chaise pliante dans le fourré. Le temps était magnifique et s'asseoir là était très agréable. J'avais apporté un livre, un meilleur dîner de pique-nique et je profitais de l'après-midi paisible. Peu avant 18h, la Camry est revenue et une femme en est sortie pour entrer dans la maison.
J'étais frustré de ne pas avoir apporté mes jumelles. Juste au moment où je m'installais, j'ai entendu une portière de voiture claquer. J'ai bougé pour une meilleure position et j'ai vu la vieille Ford démarrer et s'éloigner sur la route. Malheureusement, mon emplacement n'offrait pas une vue dégagée sur la route, donc je ne pouvais que distinguer qu'un homme conduisait. J'ai supposé que c'était le même homme que j'avais vu la nuit dernière, mais quand je me suis retourné vers la maison, j'ai vu un homme et une femme debout sur le porche. La situation devenait plus confuse. Alors qu'il faisait nuit vers 19 h, les lumières se sont allumées chez Janice, mais personne d'autre ne semblait arriver ou partir de la maison. L'homme dans la vieille voiture était parti et j'ai commencé à me demander si je devais rester ou retourner au motel. La route de retour au motel n'offrait aucune alternative et j'ai pensé que je pourrais repérer la voiture de Bev si elle se dirigeait vers Janice. Quelque chose se passait définitivement et je n'avais aucune idée de quoi. J'ai pensé à appeler Bev ou ses parents, mais j'ai écarté l'idée et je suis retourné au motel pour attendre son appel de 21 h. Alors que j'entrais dans le motel, ma mâchoire est tombée, il y avait la voiture de Bev et une vieille Ford de Pennsylvanie garée côte à côte. Je suis resté assis dans la voiture quelques minutes, essayant de réfléchir. Une pensée nauséabonde m'a traversé l'esprit et j'ai décidé d'examiner la Ford pour savoir à qui elle appartenait. L'intérieur de la voiture était en désordre, avec des bouteilles de bière et quelques vêtements jetés éparpillés. Elle n'était pas verrouillée, alors j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai fouillé un instant. J'ai trouvé l'immatriculation et en regardant le nom sur le document, j'ai été choqué. La voiture était enregistrée au nom de Baldwin Snipes. Mon estomac s'est noué. Buster était ici et Bev était de nouveau impliqué avec lui. Je savais que je devais agir vite. J'ai remarqué le portefeuille de Buster posé sur le siège passager. J'ai pris le permis et les cartes avec son nom ainsi que l'immatriculation, et j'ai laissé le portefeuille. Puis je suis allé à la voiture de Bev. Son sac à main était enfermé à l'intérieur, mais j'ai pu ouvrir la voiture avec ma double clé. J'ai pris son permis de conduire et sa carte de crédit. Ce faisant, j'ai trouvé une boîte de préservatifs dont quelques-uns manquaient, et un reçu daté de la veille. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là, mais je l'avais vu passer devant le magasin où les préservatifs étaient vendus. Après avoir remis son sac à main, j'ai verrouillé la voiture et je suis retourné à ma chambre. J'ai appelé un ami qui vivait en Pennsylvanie et lui ai expliqué la situation. Je lui ai donné les informations sur le permis et l'immatriculation de Buster et lui ai demandé de signaler la voiture comme volée à la police d'État, en affirmant qu'il ne serait pas joignable avant le lendemain soir parce qu'il serait hors de la ville. Il a accepté d'aider. Je suis ensuite allé en ligne pour vérifier le compte de carte de crédit de Bev. J'ai vu une transaction de ce motel plus tôt dans la journée et j'ai été surpris de voir qu'elle avait également fait un retrait de 200 $ la veille. Il devenait clair que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai continué à examiner les relevés des 2 derniers mois et j'ai trouvé d'autres transactions qui ont soulevé davantage de questions. J'ai trouvé une autre transaction similaire, celle-ci était pour la carte de Bev. Je la lui avais procurée après avoir annulé notre carte commune suite à l'incident de la réconciliation. C'est sa carte et elle s'en occupe. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention. Elle a une limite de 1000 $ et elle a déjà mentionné la limite, mais n'en a jamais fait tout un plat. Je ne pense pas qu'elle sache que j'ai un accès en ligne à tous nos comptes financiers. J'ai immédiatement appelé la compagnie de carte de crédit et signalé la carte comme volée plus tôt dans la journée, après avoir découvert la transaction quand je suis rentré à la maison. J'ai dû y travailler un peu car ils voulaient lui parler. Finalement, ils ont accepté qu'elle était hors de la ville et que sa carte avait été laissée dans sa voiture dans notre garage où des voleurs s'étaient introduits. J'ai signalé la transaction du motel effectuée aujourd'hui et leur ai dit qu'elle était frauduleuse. Je n'ai pas mentionné le retrait de 200 $, car c'était quelque chose qu'elle pouvait gérer seule sans mon remboursement. Mon dernier appel a été à la police locale pour signaler anonymement une voiture suspecte au motel. Puis je suis sorti et j'ai jeté les articles que j'avais rassemblés, y compris la carte de crédit coupée, à la poubelle. Je n'avais aucune idée de la chambre où il se trouvait, mais je m'en fichais. On peut me tromper une fois, mais pas deux. Environ une demi-heure après avoir passé les appels, j'ai entendu une agitation en bas. Je suis sorti et j'ai réalisé que c'était le réceptionniste de l'hôtel qui demandait à quelqu'un de payer en espèces ou de partir, puisque la carte de crédit avait été signalée comme volée. J'ai reconnu la voix de Buster disant au réceptionniste de déguerpir avant que les choses ne dégénèrent. J'ai aussi entendu la voix de Bev essayant de expliquer qu'il y avait eu une erreur. Apparemment Buster avait réussi à intimider l'employé parce que la porte a claqué et l'employé est retourné au bureau. Je pouvais voir le bureau d'où j'étais,
et il a immédiatement passé un coup de fil. Je savais qu'il avait appelé la police car ils sont arrivés dans les 5 minutes. Il les a dirigés dans cette direction et les agents ont disparu en dessous. J'ai entendu la police frapper à la porte en dessous de moi, il y a eu quelques voix, certaines en colère, et quelques minutes plus tard, un des agents est sorti et a regardé les deux voitures, notant probablement les numéros d'immatriculation. Il est retourné à la voiture de patrouille et, après quelques instants, est revenu avec la nouvelle, Bev et Buster, menottés, avaient été placés dans la voiture de police. Un agent est retourné dans la pièce et quelques minutes plus tard est ressorti avec un sac en plastique qui, je l'ai supposé, contenait leurs effets personnels. Environ 1 heure plus tard, une dépanneuse est arrivée pour emmener la voiture de Buster, et même si cela ne me faisait pas me sentir beaucoup mieux, cela procurait un léger sentiment de satisfaction. Je me sentais mal en m'asseyant près de la fenêtre, réfléchissant à ce qui avait mené à tout cela. Je me demandais aussi quoi faire ensuite. Bien sûr, il n'y a pas eu d'appel à 9 heures comme je l'avais espéré, alors j'ai laissé un simple message sur sa boîte vocale pour exprimer mon inquiétude. Vers 22 heures, j'ai vu une voiture quitter la maison de Bev. Je pouvais voir son père conduire, mais je ne pouvais pas dire si sa mère était avec lui. J'ai décidé d'appeler sa mère, espérant qu'elle était à la maison. J'ai laissé un message disant que je n'avais pas eu de nouvelles de Bev et que je commençais à m'inquiéter, lui demandant de me faire appeler Bev dès qu'elle serait rentrée. Je détestais cette partie. J'étais devenu très proche des parents de Bev, surtout de son père. Il m'avait confié que lui et sa mère avaient rencontré des défis importants avec Bev pendant les dernières années du lycée. Elle était devenue très populaire et fréquentait un groupe qu'ils désapprouvait. Ils avaient espéré qu'elle obtiendrait son diplôme et poursuivrait des études supérieures, mais il a exprimé à quel point ils étaient déçus par ses notes. Elles étaient si mauvaises qu'elle devrait d'abord fréquenter un community college pour être éventuellement acceptée dans une université digne de ce nom. Il avait les yeux humides lorsqu'il a partagé que Bev avait à peine réussi à obtenir son diplôme, la seule personne moins bien classée qu'elle dans la classe était son petit ami Buster, connu pour son manque d'intellect. Nous discutions souvent de Bev et je pouvais dire qu'il lui était difficile de parler d'elle. Il était clair qu'il y avait des choses qu'il ne me disait pas. Cela ne m'a pas surpris d'apprendre qu'il avait interdit à Buster de venir chez eux pendant sa première année de lycée, bien qu'il ne puisse empêcher Bev de poursuivre sa relation avec lui. Il avait même envisagé de prendre sa retraite anticipée et de déménager avant sa première année pour tenter d'éviter la situation, mais maintenant il regrettait de ne pas avoir suivi son instinct. Notre mariage avait été une éclaircie dans leur vie. Après avoir terminé quelques emails, j'ai décidé que je ne voulais pas rester jusqu'au matin. Bev serait à la maison dans l'après-midi et j'avais des choses à régler avant son arrivée. J'ai fait mes bagages et je suis allé au bureau pour régler les formalités de départ. Il était presque minuit lorsque j'étais sur le point de monter dans ma voiture, mais une autre voiture est entrée sur le parking. C'étaient les parents de Bev. Ils se sont arrêtés derrière sa voiture et sa mère, que je n'avais pas vue plus tôt, est sortie. J'entendais Bev pleurer depuis le siège arrière et son père n'avait pas l'air content. Les deux voitures sont parties et ont pris la direction de la maison. En rentrant, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Oui, j'étais blessé au-delà de toute mesure, mais il m'est apparu clairement que ce que Bev voulait vraiment, c'était une vie facile et qu'elle avait aussi cherché à me tromper. J'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre avec ça. Elle m'avait maintenant montré ce comportement 2 fois, et probablement plus de fois derrière mon dos. J'étais fou de croire qu'elle avait changé ou changerait. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais pleinement accepté la réalité, c'était fini entre nous. Si elle ne m'avait pas trahi, j'aurais peut-être été plus généreux, mais compte tenu de ses actions, je savais que je ne ferais que bénéficier à Buster, qui ne méritait pas ma considération. J'ai décidé de rompre complètement les liens. Bev ne savait pas que des photos avaient été prises de beaucoup de ses actions avec Buster, y compris certaines de la réunion. Penny s'était assurée que je reçoive des copies de ces photos avec l'intention que je puisse les utiliser plus tard si nécessaire. Maintenant que je me souvenais de ces mots pour une utilisation future, j'ai réalisé que je ne les avais même jamais regardés. Je n'en avais pas besoin. Vers 1 heure du matin, j'ai appelé la maison de Bev. Sa mère a répondu et je pouvais dire qu'elle était bouleversée. Elle a dit qu'ils avaient reçu mon message, mais qu'au moment où elle a joint Bev, il était trop tard pour me rappeler. Elle m'a dit que Bev était toujours au lit après une nuit difficile. J'ai répondu, oui, je sais. Elle a demandé ce que je voulais dire, mais j'ai dit que ce n'était pas important. Je lui ai demandé de réveiller Bev pour que je puisse lui parler et j'ai promis de rappeler dans 15 minutes. Elle a commencé à dire quelque chose,
mais j'ai raccroché. Quand j'ai rappelé, sa mère a répondu et m'a dit que Bev n'était toujours pas levée, mais qu'elle me rappellerait plus tard dans l'après-midi avant de rentrer chez elle. Bev n'était pas encore prête à parler. J'ai pris un moment pour me calmer et j'ai dit, « Maman, Bev est censée rentrer à la maison cet après-midi avant le dîner, pas partir. S'il te plaît, va lui dire tout de suite que je suis pleinement conscient de ce qui se passe et que ce serait dans son meilleur intérêt de prendre le téléphone tout de suite. » Sa mère a répondu, « Cliff, s'il te plaît, sois patient. Bev va bien, mais elle a passé une nuit très difficile hier soir. Je ne suis pas libre d'en discuter maintenant, mais s'il te plaît, sois juste patient, elle appellera cet après-midi. » J'ai attendu un instant et j'ai répondu, « Maman, si le fait qu'elle ait été emmenée en prison hier soir était tout ce dont j'avais besoin de lui parler, alors j'attendrai. » Mais il y a bien plus que quelques heures de prison. Il y a eu un silence complet à l'autre bout du fil pendant quelques instants et je n'étais pas sûr si nous étions toujours connectés. Puis sa mère m'a dit doucement d'attendre une minute et qu'elle allait chercher Bev. Un instant plus tard, j'ai entendu la voix de Bev. Elle avait retrouvé un peu de son calme et a dit d'une voix douce, « Salut Cliff, qu'est-ce que c'est cette histoire de moi en prison? Pourquoi dirais-tu une chose pareille? » J'ai pris un moment avant de répondre, « Bev, s'il te plaît, ne m'appelle plus chérie. Je suis désolé de l'avoir rappelé à ta mère, mais ça ne sert à rien de faire semblant. J'ai besoin que tu comprennes, toi et Buster avez été arrêtés, et je sais ce qui se passe depuis le déménagement. » Il y eut un long silence, puis elle a répondu faiblement, « Je serai à la maison ce soir. On pourra parler alors? » J'ai répondu fermement, « Non, il n'y a plus rien à discuter. J'ai besoin que tu m'écoutes tout de suite. » Elle a supplié, « S'il te plaît Cliff, pas ici, où maman et papa peuvent t'entendre. » J'ai répondu, « Premièrement, je ne pense pas que tes parents vont t'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Ils savent exactement ce qui se passe. Laisse-moi être clair, il n'y a plus de maison pour toi. La maison sera vendue et tu pourras venir chercher tes affaires avant qu'elle ne soit partie. Je ne peux pas te faire confiance, alors j'ai refinancé la maison. Le partage des capitaux propres sera probablement de 5 000 à 8 000 $ après la vente. Nous avions 55 000 $ d'économie, dont la moitié est à toi. » Je pouvais l'entendre commencer à réagir, mais j'ai continué, « Juste pour ton information, je me suis versé un salaire de 2500 $ par mois. Lorsque le divorce sera prononcé, tu peux t'attendre à recevoir au maximum 1000 $ de pension alimentaire par mois. Honnêtement, je me battrai pour te payer le moins possible. Tu peux garder la voiture, mais tu devras prendre en charge le paiement mensuel de 525 $ immédiatement. Il ne reste que 34 paiements et je n'en ferai plus aucun. » Elle a commencé à m'insulter et quand j'ai mentionné la pension alimentaire, elle a hurlé que je gagnais beaucoup plus que ça et qu'elle allait me poursuivre pour 10 000 $ de pension alimentaire mensuelle. J'ai répondu calmement, « J'ai effectivement plus de 2500 $ par mois pour vivre. En plus de mon salaire, la compagnie dépose un dividende mensuel sur mon compte offshore, auquel tu ne peux pas toucher. » Elle a hurlé d'autres grossièretés et j'ai entendu son père lui crier d'arrêter d'utiliser un langage grossier. J'ai dit calmement, « Je pensais que tu ne voulais pas que tes parents entendent tout cela. Tu ne me l'as pas d'autre choix que de demander le divorce. Tu ferais mieux de trouver un emploi rapidement parce que ton ami Buster ne peut certainement pas subvenir à ses propres besoins, encore moins aux vôtres. Et au fait, pour être parfaitement clair, tu auras accès à 125 $ par mois de notre compte courant jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. » Il y a eu une explosion de grossièreté, puis le téléphone a été coupé. J'ai entendu un claquement sec et je crois que son père l'avait effectivement giflé. Puis je l'ai entendu lui crier de quitter la maison jusqu'à ce qu'elle puisse se comporter correctement. Quelques minutes plus tard, mon téléphone portable a sonné. C'était le père de Bev. Il s'est excusé pour son comportement mais voulait me faire savoir que Bev était en train de faire ses bagages pour rentrer à la maison et qu'elle ramenait Buster avec elle pour me confronter. Je l'ai rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter pour moi car j'étais en train de retirer mes affaires personnelles de la maison et que je serais parti avant leur arrivée. Pendant notre conversation, il a admis l'avoir giflé et a commencé à pleurer en me racontant l'état de son visage, qui était terriblement enflé. Il a exprimé des regrets en disant qu'il n'avait jamais giflé personne auparavant, mais c'était le point de rupture. Alors que je l'écoutais, mon cœur souffrait pour lui et sa mère. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de vivre avec quelqu'un d'aussi égocentrique qu'elle ne pouvait pas voir les dommages qu'elle causait aux personnes qu'il aimait. Je n'ai vu Bev que 2 fois depuis cette nuit-là.
Notre divorce a été prononcé 1 an plus tard et le juge a fait preuve d'une certaine indulgence envers elle parce que j'avais retenu des informations financières que j'aurais dû partager. Mais en raison de ses actions, le juge n'a accordé à Bev que 20% de ce qu'elle aurait pu recevoir si elle n'avait pas été infidèle. Il lui a octroyé $800 par mois jusqu'à ce qu'elle se remarie. Chaque année, à la date de notre anniversaire, j'envoie un chèque de $9 600 pour couvrir l'année à venir. Je fais cela pour éviter le rappel constant et pour m'assurer qu'elle sache ce qu'elle a abandonné. En réfléchissant à ma brève vie conjugale, je me demande souvent si Bev m'a jamais vraiment aimé. La nuit où j'ai mis fin aux choses, j'ai appris qu'elle et Buster avaient été arrêtés. Bev a appelé ses parents qui, avec quelques difficultés, ont organisé sa caution. Ils ont pu gérer les choses dans la petite ville et les accusations contre elle ont finalement été abandonnées. Buster, quant à lui, a passé 2 jours en prison jusqu'à ce qu'ils éclaircissent un malentendu concernant un rapport de voiture volée. Il a été libéré le lundi. D'après les informations que j'ai recueillies, il s'avère que c'était au moins la 12e fois que Bev et Buster se rencontraient, 7 fois avant la réunion et 5 fois depuis. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vérifié les relevés de carte de crédit que Bev avait soigneusement classés. J'ai trouvé plusieurs frais pour des billets d'avion et des séjours à l'hôtel à Philadelphie, tous survenus à peu près au moment où j'avais fait des voyages d'affaires hors de la ville. Lors du dernier voyage, Buster avait amené un ami nommé Jimmy, et il semblait que Jimmy et Janice étaient devenus proches. La nuit où j'ai surveillé l'activité, il semblait qu'ils avaient planifié quelque chose, mais la nuit suivante, Bev et Buster voulaient du temps seuls. Bev a loué une chambre de motel, mais Buster n'a pas pu sortir de prison, alors Bev a passé les 2 jours avec Janice. Son père l'avait mise à la porte et elle est rentrée à la maison avec Buster. À ce moment-là, j'avais déjà déménagé mes affaires et m'étais installé dans un appartement. J'ai ensuite pris 2 semaines de congé pour aller à Aruba. Ils ont essayé de me trouver, mais je savais que la raison principale pour laquelle Buster était venu avec Bev était de me confronter. Je ne suis pas sûr de qui a fait quoi, mais ils ont causé beaucoup de dégâts à la maison, des meubles cassés, des fenêtres brisées, des luminaires arrachés des murs, et le réfrigérateur ainsi que des conserves jetées sur le tapis. Les dégâts étaient graves et l'agent immobilier m'a appelé mardi soir pour me faire savoir ce qui s'était passé. Je lui ai demandé de faire nettoyer et réparer la maison, puis de m'envoyer la facture. Je déduirai le coût des recettes de Bev lors de la clôture. Après le nettoyage et les réparations, la maison a été vendue pour $122 000 et le coût de la réparation des dégâts était de $4 000. Dans la procédure de divorce, j'ai reçu $6 000 et récupéré les $4 000 pour les dommages. Bev s'est retrouvée avec $2 000. Bev a essayé de prétendre qu'elle n'avait pas causé les dégâts, mais j'ai pu fournir 3 voisins qui avaient été témoins de l'incident. Elle a décidé de ne pas contester la question. Lorsque Buster et Jim May sont retournés à Philadelphie, ils ont découvert qu'ils avaient perdu leur emploi après être partis pendant plus d'1 semaine. Ils ont dû chercher un nouveau travail, ce qui a pris plus de 2 semaines. Pendant ce temps, ils ont dû compter sur la mendicité et dormir dans la voiture de Buster. Après avoir trouvé un nouvel emploi, la situation de Buster a empiré. Il ne pouvait plus travailler dans la construction en raison de blessures permanentes subies après une confrontation avec un collègue. Il a commencé à travailler pour une entreprise de télémarketing 2 semaines après l'incident dans la ville natale de Bev. J'ai déjeuné avec son père. Il était visiblement nerveux. Nous avons eu un bon repas ensemble, puis il a commencé à s'excuser de la tournure des événements. Il a exprimé sa gratitude pour l'aide que j'avais essayé d'offrir à Bev et m'a dit que son cœur était brisé quand il a appris ce qui s'était passé. Il a expliqué comment ses problèmes avaient commencé alors qu'elle devenait une jeune femme. Elle était devenue très populaire au lycée mais avait malheureusement gravité vers un groupe d'amis moins désirables. Il a révélé qu'il avait pris conscience de ses activités vers la fin de sa 2e année de lycée et, malgré les tentatives d'intervention de lui et de sa mère, les choses n'avaient pas changé. Le vrai choc est venu quand il m'a dit que Buster l'avait mise enceinte à la fin de sa 1re année. Heureusement, ils ont réussi à cacher l'avortement en profitant des vacances d'été. Bev ne m'avait jamais mentionné cela et j'ignorais également qu'elle avait été traitée pour une IST quand l'école a recommencé. C'est à ce moment-là que son père a décidé d'interdire Buster de leur maison, bien qu'il n'ait su que plus tard que l'implication de Buster dans la grossesse ou l'IST n'était pas nécessaire, mais plutôt celle de quelqu'un d'autre. L'histoire de Bev était difficile. 2 semaines après notre rupture, il semblait que Buster avait trouvé du travail et Bev est allée vivre avec lui et Jimmy à Philadelphie. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée financièrement pendant cette période et je ne peux que faire des suppositions. Environ 2 mois plus tard, elle a eu un autre avortement,
bien qu'il n'ait pas été le mien, j'avais utilisé une protection depuis que nous avions décidé de ne plus poursuivre nos projets familiaux. J'ai appris plus tard que Bev s'était séparée de Buster environ 6 mois plus tard, peu après sa confrontation avec son collègue. Elle est retournée chez ses parents et a travaillé comme serveuse dans un café local. Avec le temps, elle a pris environ 20 kg et ne ressemblait plus à la personne qu'elle était autrefois. Je comprends qu'elle a apporté des changements dans sa vie car son père la surveille de près. Elle est autorisée à vivre à la maison tant qu'elle respecte ses règles, qui seraient strictes. Les parents de Bev étaient assez stricts. La plupart des informations que j'ai sur sa vie depuis lors proviennent de son père. Je ne leur rends pas visite puisque Bev est là, mais lui et moi parlons encore quelques fois par an. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un appel de lui. Il sera en ville dans quelques semaines et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Il voulait me parler et mettre les choses au clair sur beaucoup de sujets. Je ne sais pas si j'attends avec impatience la conversation, mais peut-être répondra-t-elle à certaines des questions sans réponse qui persistent encore dans mon esprit. Cette semaine a été pleine de révélations. J'ai rencontré le père de Bev et il m'a mis au courant de beaucoup de choses, dont la plupart ne m'intéressaient plus. Cependant, il m'a vraiment frappé quand il m'a dit que Bev lui avait finalement avoué qu'elle m'avait épousé pour ma sécurité financière et ma stabilité. Elle avait eu du mal à lâcher Buster et le style de vie chaotique qu'il lui offrait, mais après tout ce qu'elle avait traversé, elle a réalisé que c'était une erreur. Elle avait confessé qu'elle regrettait d'avoir laissé cet aspect de sa vie prendre le dessus. Ce n'est qu'après une expérience difficile qu'elle a pleinement accepté ses choix et a réalisé qu'elle avait été manipulée par Buster. Il l'avait utilisée pour gagner de l'argent et l'avait laissée dans une situation difficile quand elle avait besoin de soutien. Ce fut le déclic pour elle. Je n'avais pas compris auparavant que les problèmes de Buster n'avaient pas commencé alors qu'il vivait à Philadelphie. Sa chute a commencé après qu'il a quitté Bev et est parti à Atlanta. J'ai appris qu'il avait traversé des moments difficiles et qu'il était à peine reconnaissable quand il a été retrouvé. Il était devenu l'ombre de la personne qu'il était autrefois. Quant à moi, la vie a pris une tournure positive. Le samedi de la même semaine où j'ai rencontré le père de Bev, j'ai emmené Penny dîner et danser. Le mari de Penny était décédé tragiquement dans un accident d'avion quelques mois après notre réunion, et nous avons commencé à sortir ensemble il y a environ 4 mois. Cette nuit-là, je l'ai demandé en mariage et à ma grande joie, elle a accepté. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle n'était pas sûre de vouloir se marier à nouveau, mais nous nous entendions si bien et je pense qu'elle a trouvé une nouvelle perspective sur la vie. Moi aussi, j'avais été incertain de commencer une autre relation permanente après tout ce que j'avais traversé. Cependant, après quelques mois, Penny et moi sommes devenus encore plus proches. J'ai rencontré ses 2 enfants et nous nous sommes tous connectés tout de suite. Penny a réalisé que ses enfants, âgés de 4 et 6 ans, avaient besoin d'une figure paternelle et nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Au milieu de notre 3e mois ensemble, je pense que nous savions tous les deux où les choses se dirigeaient. Malgré ses hésitations, ce samedi-là, j'ai décidé de sauter le pas et elle a dit oui. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard et venons de célébrer notre 25e anniversaire. Nous avons ajouté un autre enfant à notre famille, un petit garçon, environ 18 mois après notre mariage. Il y a 2 ans, j'ai vendu mon entreprise et j'ai pris ma retraite. Les enfants sont grands maintenant et indépendants, et nous avons déménagé dans une belle maison sur l'île de Hilton et de l'année dernière. Je pense rarement à ma vie passée maintenant. Les parents de Bev sont tous deux décédés il y a quelques années et, bien que ce fût un événement triste, cela a aussi été un soulagement. Les conversations avec le père de Bev étaient toujours difficiles et maintenaient l'ombre de mon premier mariage persistante. Je n'ai aucune idée où se trouve Bev maintenant et, honnêtement, je ne m'en soucie pas vraiment. En de rares occasions, lorsque des pensées d'elle me traversent l'esprit, je ressens un peu de sympathie, mais je reconnais aussi le chemin parcouru avec tout ce qui s'est passé. Les changements dans ma vie ont été incroyables. Je suis heureux maintenant. J'apprécie d'entendre Penny me dire « je t'aime » et je sais que c'est vrai. La vie est belle. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à JKTell Story pour plus de récits. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.